Popeuses et popeux, bien le bonjour, vous êtes sur Campus Grenoble 90.8 et vous êtes en place pour le dernier numéro de la deuxième saison de Pop en Stock France, avant une pause estivale bien méritée. On l'a tous bien mérité, n'est-ce pas Jonathan ? Oui, oui. Surtout moi. Oui. Toi encore, bon. Oui, c'est pas comme si j'étais en fin de thèse, hein, après tout. Hein. Voilà. Et donc, pour fêter l'été qui s'en vient, alors ça n'a pas de rapport particulier avec l'été, mais on s'en fout. On a décidé de vous parler jeux vidéo parce qu'on s'est dit que c'était un bon sujet, suffisamment vaste pour que tout le monde puisse s'y retrouver, d'autant que ça va être une petite spéciale qui va certainement durer bien 1h30, et pour l'occasion, on a deux invités. Alors, le premier d'entre eux, enfin le premier, disons que l'un des deux, on va dire, vous le connaissez, puisque ça devient maintenant un habitué de cette émission. Il était déjà venu nous voir sur les univers virtuels, il était également venu tout récemment pour le Popstorming années 80-90. Sous le pseudonyme de Sébastien. Ouais, mais c'est pas mon vrai nom. Jean-Claude Vallat est avec nous, salut. Bonjour à tous. Tu es ingénieur, développeur, voilà, tu touches un peu ta bille du côté langage web, on va dire. C'est ça. Voilà, et il se trouve que notre second invité, qui est tout à fait calme et pas stressé du tout. Absolument. Ludovic Anzalone, salut à toi, un bon gros geek qui a un t-shirt Mario, même si vous ne pouvez pas le voir. Je suis fiché. Toi, tu es consultant, voilà. Tu es consultant, développeur web, et j'ai oublié le terme. Tout à fait, donc je travaille en agence web. Voilà, c'est un peu le podcast sponsorisé par le web en fait aujourd'hui. Voilà, exactement. En plus, on va voir que, pareil, toi, côté jeux vidéo, tu es aussi un grand passionné, donc ça nous fait très plaisir de t'accueillir. D'autant que je dois t'avouer que c'est bien. La première fois que je vois un invité aussi enthousiaste. Ils le sont tous, mais toi, t'étais vraiment je me suis dit, il va nous péter une artère avant d'arriver à l'émission. Je suis effectivement très très content d'être là, ouais. Et du coup, ça nous fait d'autant plus plaisir quand on va voir cet effet-là produit. Donc voilà, on va partir sur cette émission jeux vidéo. Alors, vous le savez, c'est un terme qui est super large, donc du coup, on va partir surtout sur le côté RPG de la chose, et rien que là déjà il y a des heures et des heures de discussion possibles. Alors je vous préviens tout de suite que moi je ne chroniquerai pas spécialement quoi que ce soit, je vais surtout participer aux discussions elles-mêmes pour laisser toute l'attitude à mes chers co-religionnaires en subversion radiophonique, diraient des proches, pour vous parler plutôt que moi. Je serai donc plus effacé sur cette émission que les autres, mais voilà, c'est une décision de ma part. Mais ça va être très intéressant. De toute façon, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on va partir d'abord avec JC qui va nous parler de RPG en général. Et pour introduire la chose, eh bien, le mieux, c'est de faire partir un petit jingle. Un jingle très représentatif du genre RPG, puisqu'il s'agit d'une des musiques de combat aléatoire de Mystic Quest, un jeu donc qui a déjà quelques années au compteur, mais qui symbolise assez bien le genre en lui-même, on va dire, et justement il a été choisi à dessein, JC, puisque tu vas bel et bien nous parler, on va dire, du genre du RPG. Voilà, désolé. Alors, le RPG, alors déjà, faut expliquer ce que ça veut dire. C'est role-playing game en anglais, en français, tout simplement jeu de rôle. Donc, traditionnellement, le jeu de rôle, à la base, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup sur papier et sur table. C'est-à-dire que ça se présentait comme suit. On avait un maître du jeu, une bande de joueurs. Le principe que le maître du jeu a toujours, ou presque toujours raison, en tout cas, ne serait-ce que parce que c'est lui qui avait le livre de règles. Et en fait, ce mode de jeu sur table s'est transposé également dans le monde du jeu vidéo. Alors,
ce qui caractérise le RPG, c'est souvent le fait qu'il va nous permettre de nous plonger dans une aventure fortement scénarisée. Je dirais que c'est peut-être c'est une de ses fortes caractéristiques. Il va nous permettre de nous plonger dans une aventure qui est fortement scénarisée, dans des mondes qui sont souvent, mais pas toujours, des mondes plutôt moyenâgeux, en tout cas dans l'univers de la fantasy orienté Moyen-Âge. Et c'est un genre qui est décliné dans plusieurs formules qui nous permettent toujours d'incarner un ou plusieurs personnages qui ont des statistiques de base, tout comme dans la version papier de ce mode de jeu. Et donc on va faire progresser au fur et à mesure de la quête et des combats qu'on va faire, justement en menant des combats contre un ou plusieurs ennemis, ou bien parfois, comme dans des jeux comme dans Zelda par exemple, en récupérant des items, des objets, qui vont nous permettre de faire évoluer nos capacités pour progresser dans le jeu. Donc le RPG il se décline en plein de genres, hein. Le RPG au tour par tour, un exemple très connu c'est Pokémon ou Final Fantasy. L'action RPG, on peut penser à la série des Mana, Sword of Mana, Secret of Mana, ou même des Zelda qui s'orientent évidemment davantage action RPG. Le tactical RPG, on est sur une carte divisée en carrés, on avance selon des règles pour faire en général s'affronter deux armées. Et donc le RPG, c'est un genre qui est extrêmement représenté dans le jeu vidéo. Alors vous me direz, il y a plein d'autres genres qui ont été représentés, mais c'est vrai que il est extrêmement représenté parce qu'il permet de faire vivre des histoires au scénario extrêmement complexes à partir d'énormément en fait d'environnements. Et justement, il va nous permettre d'introduire plein de personnages, il va nous permettre de placer pas mal de musiques différentes, là où d'autres styles, par exemple, comme le jeu de combat, vont nous proposer des environnements plus, pas dire classiques, mais plus... Des arènes. Voilà, plus des fermées, arènes, peut-être. des choses peut-être moins inventives. Si on pense à un Street Fighter qui est un jeu de combat, on a une arène, un personnage, une musique, alors que dans un RPG, on va avoir en fait un large monde, un monde extrêmement large où vont se côtoyer en fait plusieurs musiques, plusieurs personnages qu'on va pouvoir incarner ou rencontrer. On va avoir en fait des items à ramasser un petit peu partout, des choses cachées. Le RPG, il mêle à la fois le scénario, un monde extrêmement inventif et créatif dans lequel le joueur va pouvoir comme ça se déplacer. Et c'est un genre qui a été amené à évoluer énormément depuis les RPG justement comme Mystic Quest jusqu'à ce qu'on appellera le RPG en monde ouvert, un petit peu comme Skyrim, donc The Elder Scrolls 5 qui est dit en monde ouvert, mais on va revenir un petit peu là-dessus et expliquer un petit peu pourquoi. Et moi j'essaierai aussi de vous parler du RPG non plus en tant que genre, ce qu'il est à la base, mais en tant que, on va dire, chose qui a été intégrée dans des jeux qui n'étaient pas forcément faits pour le recevoir au départ. Voilà, après tu as évoqué une distinction à faire. Tu as pris un exemple avec le jeu de combat. Tu as pris l'exemple assez légendaire de Street Fighter, notamment Street Fighter 2 évidemment. Je dirais que la différence fondamentale, c'est qu'un jeu de combat va pouvoir s'orienter particulièrement sur la force de son gameplay. Street Fighter 2, c'est quand même un enchaînement de combos, c'est quand même un style de combat particulier, donc il y a vraiment un gameplay très riche, là où le scénario est peut-être moins travaillé dans les jeux de combat, encore pas dans tous les jeux de combat. Il y a des jeux de combat qui sont très scénarisés, soyons réalistes. Mais voilà. Pas gentil avec le scénario de Street Fighter 5. On a mis Ludo en colère. Voilà, c'est pour ça que j'atténuais un petit peu mon propos en disant que oui, un jeu de combat scénarisé, ça existe. Mais je dis juste que voilà, le RPG, une de ses forces principales, me semble-t-il, doit être quand même son scénario, effectivement. Et avec la distinction que tu as faite, les actions RPG, les tactical, il y a des différents scénarios qui correspondent plus ou moins à différents types de RPG. Le RPG, on va dire, américanisé ou le RPG japonisant. C'est un petit peu clivant de mettre ces cases-là, mais tu vois bien ce que je veux dire. Et donc, il y a une chose peut-être à évoquer, c'est justement l'implication du joueur et la latitude que va donner le jeu pour que le joueur s'implique et fasse sa partie en combattant, en faisant monter ses stats, en distribuant ses points de compétence, ses sortilèges. Voilà.
Oui, non, mais je dirais que la progression du personnage, l'évolution du personnage, que ce soit, comme je disais, par récupération d'items, comme dans un Zelda, ou par attribution de points de compétences, comme dans certains jeux, moi j'ai en tête Sword of Mana, ou Le Seigneur des Anneaux de Tears, qui sont pas forcément tous très connus, mais c'est un des points clés, effectivement, du RPG. Et le fait est que, actuellement, il y a effectivement des jeux qui l'intègrent dès le départ, puisque ce sont des RPG dans le scénario, dans la manière de jouer, mais il y a également des jeux qui l'ont intégré plus tard, et je pense notamment à une série qui est très très importante dans le domaine du jeu vidéo, c'est la série des Castlevania. Castlevania, c'est la série qui a intégré une forte dimension RPG en cours de parcours, notamment lors de l'arrivée de la PlayStation avec Symphony of the Night. L'un des épisodes les plus exceptionnels à faire et l'un des plus chers également à trouver en boîte. Ouais, mais en version originale. Voilà, il y a toujours la version PSP où il faut taper un jeu un peu moche avant pour débloquer l'accès Symphony of the Night. Il est sympa, Dracula X Chronicles. Ouais, bon, c'est pas le sujet après, mais chacun son avis sur la question. Les avis divergent, mais effectivement, comme tu le dis. Et comme disait des proches, divergent, c'est énorme. C'était l'intervention de Jonathan Friot. Merci Jonathan. Est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on éviterait les grivoiseries dans les... Non, on n'a absolument rien dit. Ah d'accord. On n'a absolument rien dit. Mais pour en revenir à notre sujet, effectivement, Castlevania est une saga fondamentale qui a vraiment suivi l'évolution des consoles, en plus. Et oui, Symphony of the Night, de toute façon, on l'a fait tout récemment, ensemble. Tu sais, il y a vraiment cet aspect d'un château immense que tu explores, et c'est vraiment typique d'un RPG, c'est-à-dire que tu as accès à des zones auxquelles tu vas devoir réfléchir à comment on y va. Il va falloir débloquer certains pouvoirs ou certaines transformations. Trouver le bon item, voilà, et aussi devenir suffisamment fort pour pouvoir pénétrer dans telle ou telle zone. Avec l'augmentation de niveau. Voilà. C'est ça. Alors, il faudrait quand même rappeler, avant d'en parler, quand même que la série des Castlevania, à la base, c'est un platformer action. C'est-à-dire que on incarne au départ dans le premier Castlevania Simon Belmont, qui est un chasseur de vampires, qui a décidé, pour venger les villageois de son pays natal, d'aller casser la figure au comte Dracula, dont le château réapparaît à la pleine lune dès que le mal envahit à nouveau la terre. Bon, voilà en somme le pitch des Castlevania. Donc Simon Belmont, ça va être un aventurier qui n'aura de cesse de sauter de plateforme en plateforme tout en terrassant des monstres dans des niveaux structurés en blocs. À la fin de chaque niveau, on a un boss de niveau qui nous remet un orbe rougeoyant. On le ramasse, qui permet de passer au niveau suivant. C'est une formule qui va être maintenue en fait jusqu'à Symphony of the Night, ou plus précisément jusqu'à l'excellent Rondo of Blood, Dracula X Rondo of Blood, paru sur la PC Engine. Voilà, et qui coûte également un bras si vous le cherchez en version d'origine, on va dire. La PC Engine coûte un bras parce que peu distribué en France, le jeu coûte un bras parce que collector, mais ce jeu, comme on disait avec Ludovic, qui est retrouvable sur la PSP dans Dracula X Chronicles. Et dans ce jeu, on peut aussi débloquer Symphony of the Night. Et en fait, Symphony of the Night, c'est le premier jeu, si je ne dis pas de bêtises, de la franchise Castlevania à être paru sur une console de chez Sony. Et à partir de là, l'équipe de Koji Igarashi, qui donc est un des gros développeurs du projet, décide de casser un peu les codes en plaçant dans ce jeu, qui reste quand même orienté plateforme action, mais une forte dimension RPG. Déjà, on n'incarne plus un Belmont, on incarne Alucard, qu'on avait déjà joué dans Castlevania 3, Dracula's Curse, et Alucard est le fils de Dracula, et donc le fils de Dracula vient affronter son père au sein de son château, et on lui a mis, en plus de la jauge habituelle de vie et de ses cœurs, on va lui mettre notamment un inventaire, on va lui mettre notamment une arme de main gauche, une arme de main droite, une côte de maille, des bottes, enfin tout l'attirail du héros de RPG, qui consiste à habiller notre personnage des pieds à la tête, et lorsque vous changez un équipement, vous améliorez ou vous diminuez les statistiques de votre personnage. Voilà. Et on va également lui donner en fait la possibilité de ramasser différents items
qui sont des reliques, qui vont lui permettre de se changer en loup, en chauve-souris, de voir les noms des ennemis. Certaines sont directement liées au personnage et d'autres sont plus liées à l'interaction entre le jeu et le joueur. Mais ça va nous permettre d'accéder sans cesse à des nouvelles zones du château de Dracula, qui est tout simplement assez immense. Ah oui, surtout qu'il y a, en réalité, il y a 2 châteaux. Tu as la première version du château où tu fais le jeu en une traite, et puis si tu veux finir le jeu, on va dire correctement, il faut débloquer le château inversé. C'est ça. Où les ennemis sont encore plus forts, encore plus retors, et donc effectivement, il y a une durée de vie assez exceptionnelle. Ludo, si jamais tu souhaites intervenir là-dessus, vas-y. Mais j'étais en train de me dire justement que moi, ce système d'items, de transformation dans Symphony of the Night, et en fait, je pense que c'est pas pour rien aujourd'hui qu'on parle de Metroidvania. Moi, ça me fait surtout penser à la saga Metroid, qui au final n'est pas un RPG, mais c'est vrai que je trouve que ils ont quand même, il y a des parts de RPG et il y a quand même aussi beaucoup de Metroid, puisqu'on revient quand même beaucoup en arrière, on repasse à des endroits où on ne pouvait pas aller. Ouais. C'est ça. Exactement. En fait, Metroid n'est pas un RPG, il faut être clair, Metroid n'est pas un RPG, tout comme Castlevania, mais on retrouve des aspects RPG, ne serait-ce que par le fait que Samus Aran, l'héroïne de Metroid, possède bel et bien un inventaire et va upgrader son équipement, là encore, pour pouvoir se rendre dans des zones, des vaisseaux qu'elle explore ou des planètes qu'elle explore sans avoir besoin justement, sans être blessé ou avoir besoin d'économiser ses points de vie. Metroid, je me rappelle, alors c'est une saga que j'ai peu joué, mais il y en a un que j'ai joué par-dessus tout, c'était Metroid Fusion sur la Advance, où en fait le pitch du jeu, c'est que Samus Aran a été attaqué par un virus, et ce virus l'a cloné en fait, et a pris toutes ses capacités de combattante, et à certains moments du jeu vous croisez le clone, mais si vous amusez à l'affronter sans avoir vos upgrades de fin de jeu, il vous défonce la tête quoi. C'est incroyable, et donc du coup il faut le fuir, un petit peu comme on fuirait le Nemesis dans Resident Evil 3 limite, pour pouvoir avoir les upgrades nécessaires. Ça me faisait penser à une chose au niveau de la codification vraiment, et la manière d'essaimer qu'ont les RPG dans leur code profond. Je pensais tout simplement aux derniers jeux en fait de Batman, notamment par Rocksteady Studios, où alors c'est pas un RPG au sens propre en fait, c'est vraiment de l'action exploration, mais il y a tout un aspect de gain de points d'expérience quand vous battez, et en fait ces points d'expérience vont vous servir à acheter des items pour l'armure de Batman, pour la Batmobile, donc vraiment il y a des, même pour des jeux qui ne sont pas, comme tu le disais, des RPG dans leur développement de base, il y a vraiment une codification très utile au monde du jeu vidéo en lui-même. C'est vraiment quelque chose de très important, le roleplay. En fait, ce qui est assez important à noter, c'est que voilà, il y a des jeux qui ne sont pas des RPG, mais qui intègrent des éléments de RPG, ce qui leur permet de gagner en fait en substance, je dirais, par rapport à l'évolution des personnages, l'évolution du scénario. Ludo a pas l'air d'accord. Non, en fait, juste, du coup, si tu pars de ce principe-là, et j'en reviens, ça fait un peu le joueur de Versus Fighting qui est un peu vexé par le début de la chronique, mais... Il va me casser la gueule. Non, mais du coup, par exemple, quand je pense au dernier Injustice qui vient de sortir, Injustice 2, dans lequel, en fait, t'as un système d'équipement, mais pourtant, c'est un jeu de combat. Mais alors, finalement, il a aussi des mécaniques de RPG, en fait. Bah justement, le RPG transpose un peu ces mécaniques, et ça, c'est des choses qu'il y a quelques années, on n'aurait pas vues. Et c'est des choses, prends par exemple un exemple assez baroque parce qu'il fait l'inverse, tu prends une série de RPG, tu essaies d'y greffer un jeu de combat et tu obtiens Final Fantasy Dissidia. Bah ici on obtient le RPG qui s'est mis au service du jeu de combat, et pourtant dans ce jeu de combat on retrouve énormément de mécaniques de RPG. Moi j'avais joué le Dissidia 012 et ils avaient tellement voulu forcer le trait qu'il y avait même un RPG mode où tu n'avais plus qu'à appuyer sur des boutons pour faire des actions. Oui, tu fais juste à choisir, comme un Final Fantasy. Moi, j'avais pas accroché des masses, mais bon, il y en a peut-être qui aiment. Ah, bon. Je vais être l'intervenant de la contradiction aujourd'hui. Il en faut aussi. Non, mais cet homme est l'avocat du diable. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec JC dans le sens où quand même à une époque les RPG c'était quand même beaucoup considéré quand même pour des jeux un peu de nerd, enfin vraiment d'otaku, ne serait-ce que par l'origine même du RPG qui est en fait les jeux de rôle papier, voilà. Et je trouve que ça s'est vraiment démocratisé parce que beaucoup de jeux, là je prenais l'exemple d'Injustice, mais en fait c'est vrai que même Batman, dans beaucoup de jeux maintenant on a des mécaniques de RPG
RPG. Et ça ne choque plus personne en fait de voir des équipements, de voir des statistiques, alors qu'en fait, quand on revient vraiment à l'époque des jeux un peu, je pense à la NES, à la Mega Drive, où on évitait au maximum de mettre ce genre d'informations parce qu'on partait du principe que les joueurs étaient un peu débiles et qu'on allait les perdre avec des problématiques de stats, d'équipements. Je sais pas si c'était vraiment perçu comme de la débilité au sens propre. Je dirais que peut-être qu'à une époque, on considérait tout simplement que les joueurs avaient pas envie de se prendre la tête avec un système, on va dire, trop complexe, et que tout simplement l'idée c'est d'aller du point A au point B et sauver Princess Peach et puis voilà. Moi j'aurais une autre Alors, question. tu vas pas critiquer le scénario de Mario maintenant, c'est pas vrai. Je dis juste que voilà, je suis venu pour me faire insulter. Disons qu'il y a un petit pas effectué entre Mario et Final Fantasy. Alors moi j'ai quand même une question parce que du coup qui me vient par rapport à Ludo, tu seras certainement pertinent là-dessus, c'est que est-ce que finalement l'absence finalement de mécanique de RPG dans des vieux jeux qui auraient peut-être pu en avoir à l'époque, sait-on jamais, est-ce que c'est pas d'abord une question d'interface? C'est-à-dire, rappelons que les consoles de l'époque avaient des capacités limitées, autant dans le calcul que dans l'affichage, et que donc il aurait peut-être été assez hasardeux de faire par exemple un Street Fighter avec un système d'inventaire, sachant qu'on aurait peut-être eu quelques problèmes pour le modéliser correctement à l'époque. En outre, est-ce que justement c'est pas la force des grandes sagas RPG de l'époque d'avoir réussi à faire avec des moyens limités des interfaces extrêmement simples et compréhensibles? Je suis pas sûr en fait. Je suis pas sûr que ce soit des limitations techniques parce que, enfin, je sais qu'on en revient souvent là-dessus quand on parle de RPG rétro, mais moi j'ai peur que ce soit quand même un peu culturel parce que quand on regarde, il y a quand même quasiment que le Japon qui ont eu des RPG sur console à l'époque. Effectivement. Et je pense que ça se trouve, il y a des jeux qui ne sont pas vraiment des RPG et qui ont des mécaniques de RPG sur NES qu'on ne connaît pas et qui ne sont sortis qu'au Japon. Certainement. En fait. Et non, je pense que c'était possible. Bon, alors c'est certes. Après, enfin. Faut dire qu'à l'époque, on était quand même beaucoup sur du gameplay un peu arcade. Il fallait quand même que le jeu démarre et qu'on puisse jouer tout de suite et en profiter. Donc oui, c'était pas non plus dans la tendance non plus de mettre des mécaniques de RPG à l'époque. Mais je pense que non, techniquement, je suis pas sûr que ce soit la raison. Ouais. D'accord. Ok, c'était juste un point de vue. Après, il y a une chose, moi, que je voulais dire aussi, pour revenir à Castlevania, parce que je trouve que c'est vraiment un exemple intéressant, c'est la question du scénario. Dans Castlevania Symphony of the Night, il faut savoir qu'il y a deux fins. Il y a la fausse fin et il y a la vraie fin. La fausse fin, on se bat contre Richter Belmont, qui est le héros de Rondo of Blood. Et donc, en fait, on peut, si on pousse le jeu assez loin, débloquer un item qui nous révélera quelque chose. Je ne vais pas spoiler pour qui n'aurait pas fait Symphony of the Night, qui va nous amener à la vraie fin et qui donc va nous permettre finalement de prolonger le scénario et d'aller aussi plus loin dans la progression du personnage. Donc finalement, le côté RPG permet justement de cranter l'avancée du scénario, c'est-à-dire que le scénario va avancer aussi au fur et à mesure de ce qu'on va ramasser. Dans le château de Symphony of the Night, on croise Maria Reinhardt, qui est une de nos compagnes dans Rondo of Blood, qui a pris quelques années, et du coup, elle va nous donner des indices et des upgrades au fil du jeu. Et ça va aussi permettre de faire avancer le scénario et d'indiquer à notre personnage où aller. Donc je pense qu'effectivement, l'importance de la progression comme ça dans les RPG, ça a aussi une influence sur le scénario et ça a également une influence sur des modifications de scénario qui peuvent changer totalement la manière dont on joue le jeu finalement. Et justement, ça a une influence sur le challenge proposé aux joueurs. Parce qu'au pire, tu peux te dire que tu as fini le jeu une fois que tu as laté Richter. Mais dans ces cas-là, tu auras une fin plutôt mauvaise du coup. Tu n'auras pas la véritable fin. Et par contre, si tu révèles justement cette chose dont tu as parlé, tu vas avoir accès au château inversé. Mais qui dit château inversé, alors tu gardes tes niveaux, tu gardes tes stats et tes objets, mais du coup les ennemis vont réagir en conséquence. Il y aura des ennemis beaucoup plus mastoc, beaucoup plus costauds, et donc le challenge va s'en ressentir. Et du coup ça réoriente aussi tout le scénario. Exactement. Jonathan, tu es resté bien silencieux, est-ce que... Oui, non, je vous écoute, c'est passionnant. Ah. Eh ben ma foi.
Je suis content de savoir que je suis passionnant. Alors, j'ai pas dit que tu étais passionnant, j'ai dit ce que tu disais était passionnant. Petite nuance. Je me suis dit, putain, merde, il devient gentil, c'est pas normal. C'est la fin du monde. Je suis hyper déçu de savoir que je ne suis pas intrinsèquement passionnant. Non, ça, après, il y a, comme je l'ai dit, il y a énormément d'autres styles de RPG. Et ce qu'on peut voir, c'est que justement, et je pense au tactical RPG, le scénario va progresser différemment selon le type de RPG auquel on joue. Dans les tactical RPG, ce qui fait progresser le scénario, ce sont les batailles auxquelles on prend part. Et je pense qu'il y a un RPG qui est extrêmement intéressant et pas forcément trop connu pour ça, c'est Tactics Ogre Let's Cling Together, qui est extrêmement difficile et punitif. Qui est qui est très compliqué parce qu'il est effectivement assez punitif, mais dans son remake sur PSP, il a l'avantage de nous laisser faire des choix. C'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire. Après chaque bataille, le scénario avance un petit peu. Un scénario qui est extrêmement épique. Et parfois, eh bien, dans le jeu, on va devoir faire un choix. Et ce choix va vraiment influencer les endroits où on va aller, les gens qu'on va rencontrer et ne pas rencontrer. Et dans ce jeu, les développeurs ont même pensé à mettre une roue du temps. Et il me semble que si on finit au moins une fois le jeu, on a accès à cette roue du temps. Et on peut revenir sur les étapes du jeu. Mais j'avoue que le jeu est suffisamment dur pour que je n'ai pas eu la patience et le talent nécessaires pour le finir moi-même. Ludo, je te sens bien. Non, mais c'est vrai que je trouve ça cohérent ce que tu dis, le fait que le scénario avance différemment en fonction du type de RPG, mais c'est vrai que le tactical, alors moi c'est un type que j'aime beaucoup, par contre moi je vais plutôt jouer à la série des Disgaea qui sont plutôt connus pour avoir un scénario complètement loufoque. Mais c'est vrai que ça donne une sensation, contrairement, bon, alors c'est pas un RPG Symphony of the Night certes, mais bon, t'as l'impression d'avancer dans l'histoire pendant que tu joues, alors que ces tactical te donnent vraiment l'impression qu'en fait tes batailles sont des pauses, même dans Fire Emblem, en fait t'as du scénario, une bataille, en fait c'est une pause parce qu'il se passe rien, en fait le scénario n'avance pas pendant que tu joues. Ah, je vais te contredire. C'est vrai? Ouais. Alors vas-y. Alors c'est pas de la grosse contradiction, par contre les Fire Emblem ont des mécaniques intéressantes au sens où ils essaient de donner de la vie pendant la bataille. Les Fire Emblem, donc c'est un tactical assez connu, une licence assez connue. Notre dernier volet en date est Fire Emblem Echoes, faites-le. Le mec, il y a un Fire Emblem un peu bizarre. Ouais, quand même. C'est un remake de Fire Emblem Gaiden, un vieux Fire Emblem sur la NES, NES Famicom. C'est un spin-off, non, je crois. Non, c'est un remake. Je t'assure. Non, mais le Gaiden en lui-même. Ça, je sais pas. Ouais. Et donc en fait, ce qui se passe dans les Fire Emblem, c'est déjà quand les unités sont sur le terrain, elles peuvent se soutenir mutuellement, avoir des dialogues, et à l'issue de ces dialogues, le soutien entre deux unités qui sont côte à côte sur le terrain, ou sur des cases quasi adjacentes, fait que ce soutien fait qu'elles sont plus fortes au combat. Et en fait, durant ces petites scénettes, on a souvent des scènes marrantes, ou parfois un peu tristes, qui sont faites pour donner du corps aux personnages, et parfois pour faire des petites révélations sur leur compte. Et parfois même, il y a des événements qui font partie de l'histoire, qui vont se produire pendant les combats. Oui, bon, ça ok, certes. Bon, c'est vrai qu'après, les dialogues de soutien, c'est quand même pas le truc qui fait avancer le scénario. Enfin, non. J'aime bien le vent dans tes cheveux, dis donc, ça sent ouais, bon ouais. quand je suis à côté de toi, je suis pas vraiment sûr que ça fasse avancer les scénarios. Ça donne un petit peu de corps au personnage. Je suis pas très gentil avec le Lord de Fire Emblem. Mais moi je pense surtout à des moments où parfois on a entamé le combat et il y a un événement majeur qui va survenir au combat qui fait partie du scénario et qui va en modifier un petit peu le déroulement. Oui, effectivement. Non, mais il y a les PNJ, on voit les méchants parler, les boss, on a toujours le droit à 2-3 petites phrases. C'est ça, voilà. Il y a de ça. Alors moi du coup je vous propose de s'acheminer tranquillement vers une première pause musicale et du coup ça fait une parfaite transition avec quelque chose qu'il faut souligner dans les RPG. Ça paraît rien comme ça mais ça fait beaucoup de choses. Il n'y a pas la vidéo dans ce studio mais je vous assure que quand le premier jingle a démarré, donc la musique de combat de Mystic Quest, tout le monde était un peu joy. Justement c'est la musique qui participe à l'ambiance du RPG. Il y a des musiques de RPG qui sont fameuses. On a parlé de Symphony of the Night tout au long de cette première partie. La musique de Symphony of the Night elle est légendaire. La musique de Castlevania en règle générale est légendaire. Et
on va le voir, Ludo, et on est toujours sur la transition. La musique de Persona, elle est légendaire aussi. Ah là là, cette BO. En tous les cas. Donc du coup, la première pause musicale qu'on te propose, Ludo, vous le savez, on a pris l'habitude, tout particulièrement quand il y a 2 invités, de faire une pause musicale, on va dire cadeau pour chacun de nos invités. Et là, pour le coup, c'est toi le premier concerné, puisque la musique en question qui va passer là, c'est une chanson tirée de Persona 5, justement, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et donc, on va s'écouter ça, et on vous revient tout de suite après avec toi et Persona. It's not a game, I'm not a robot, and I'm challenging you. I'm not a venom, I'm in your face and I'm here to see you through. Right before your eyes, words just multiply. Got to memorize, it's time. I'm the
Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 pour l'émission Pop en Stock France. Et nous venons d'entendre un petit thème de Persona 5. Donc Ludo, tu vas nous parler avec joie, passion, évanouissement peut-être. Oui, probablement, ouais. De Persona qui est une saga que tu affectionnes, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Donc est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par nous rappeler, on va dire, les origines de la saga? Oui, tout à fait. Alors du coup, Persona, en fait, il faut savoir qu'à la base, c'est un spin-off en fait d'une autre série de RPG qui s'appelle Megami Tensei, dont on entend pas mal parler en général, qui s'est appelé un peu plus tard d'ailleurs Shin Megami Tensei. Et en fait, Megami Tensei, ça date, l'air de rien, de la NES. Donc on parlait des vieux RPG tout à l'heure, donc c'est sorti en 87. Et en fait, le troisième opus qu'ils ont sorti sur Super Nintendo, ils ont pris une décision. En fait, ils ont décidé que tiens, cet opus-là, on va aller le mettre dans un lycée. Donc en fait, les Megami Tensei, le délire, la base, c'est quand même un espèce de Pokémon un peu glauque. C'est-à-dire qu'en fait, tu affrontes des démons que tu peux ensuite invoquer et fusionner et faire monter en puissance. Donc en fait, c'était Pokémon avant l'heure, puisque Pokémon n'existait pas encore en fait, mais un peu en version un peu plus adulte et puis avec des traits un peu plus religieux, philosophiques. Et donc du coup, ce troisième persona, donc qu'ils avaient appelé Shin Megami Tensei If, était dans un lycée et donc l'accueil avait été un peu moyen sur le jeu, mais par contre ce que les gens avaient apprécié, c'était le fait que ce soit dans une école avec des lycéens, ça changeait complètement le setting de base. Et donc du coup, ça a tellement plu que 2 ans plus tard, ils ont décidé de faire un nouveau jeu. Et cette fois-ci, en fait, ils ont décidé de l'appeler Megami Inburoku Persona. Et donc du coup, voilà. Donc c'est le premier Persona. Et donc c'est vraiment basé sur un Megami Tensei, mais ils sont un peu partis, du coup ils se sont dit on va garder le gameplay avec les démons, mais on va garder le setting avec les lycéens et ça va devenir Persona en fait. Une branche un peu indépendante quoi. Exactement. Et donc du coup s'ensuit après plusieurs opus de Persona. Et alors par contre là où c'est vraiment important pour ce qu'on va un peu parler, parce que je pense qu'on va quand même pas mal parler de Persona 5 dont on a entendu la BO. En fait, le clash, un petit peu, c'est en 2006, la sortie de Persona 3 sur PlayStation 2. Donc là, c'est un peu le renouveau, c'est le jeu tout en 3D et tout. Et c'est là qu'ils ont rajouté en fait une partie de visual novel qui fait vraiment de Persona ce qu'est Persona en fait aujourd'hui, quoi, clairement. Visual novel, c'est plutôt connu au Japon. Exactement, et donc du coup, c'est des jeux qui font vraiment plaisir aux Japonais, et donc c'est déjà un peu surprenant que ça arrive en Europe. Du coup, avec Persona 3, on en voit assez peu chez nous. Normalement, c'est des jeux de drague, je pense que clairement, il ne faut pas se le cacher, mais tu peux draguer dans Persona, c'est aussi l'une des mécaniques du jeu. Et donc voilà, donc du coup, c'était un peu original, c'était un côté jeu de drague, un côté RPG, il y a des démons, c'est un peu Pokémon. Persona 3 avait aussi pas mal marqué les esprits quand il arrivait parce qu'il était archi glauque, en fait, qu'on se le dise. C'était des lycéens qui devaient en fait aller voyager dans une espèce de tour un peu obscure pour affronter des démons, et pour invoquer des démons eux-mêmes, il fallait se tirer une balle, en fait. Voilà. Le jeu de suicide pour adolescents. Exactement. Je crois que j'y ai joué et que je l'ai viré de ma mémoire en effet. Pour adolescents, voilà, plein donc, de balais. Voilà, donc Persona 3 a été reçu un peu bizarrement, je crois qu'aux États-Unis, je vous laisse deviner l'accueil que le jeu a eu surtout quand les mamans américaines ont vu qu'il fallait se mettre un flingue dans la bouche pour invoquer un personnage. Voilà, dans un pays où les armes à feu sont monnaie courante. Voilà, regarde maman, je vais invoquer un Persona. Paradoxal. Donc voilà, donc du coup, si on résume un peu Persona, en gros, c'est des adolescents, donc parce que c'est toujours dans un lycée, toujours avec des adolescents. Il y a du visual novel, il y a un côté Pokémon, parce qu'on invoque des démons, on les fait monter en niveau. Et il y a aussi, du coup, de la mythologie et de la psychologie analytique, parce que je pense qu'on va être obligé d'en parler. Oui, je pense. En fait, Persona, pendant les combats, qu'est-ce que c'est ? En gros, vos personnages peuvent invoquer ce qui s'appelle des personas. Concrètement, ce sont des démons. C'est les démons de Shin Megami Tensei, en fait. Ils ne se sont pas embêtés. Ils ont repris les mêmes. Simplement, quand vos personnages les invoquent, ce sont des personas. Quand vous les affrontez en face de vous, ce sont des ombres, en fait. C'est ce qu'ils appellent des shadows. Alors, il faut savoir que les personas n'ont pas été traduits, jamais. Même ceux qui sont sortis en France sont en anglais. Donc, du coup, c'est des personas et des shadows. Et ça, en fait, d'où est-ce que ça vient ? Simplement de la psychologie analytique de Carl Jung. Et donc, en fait,
ils ont complètement repris le principe. Donc le persona en psychologie, c'est en fait le masque que vous portez en société. Donc c'est clairement en fait cette personnalité que vous êtes obligé d'adopter, ce personnage dans lequel vous êtes obligé de vous couler socialement. Donc ça en fait c'est un persona en psychologie. Et une shadow, toujours en psychologie analytique, en fait c'est justement la personnalité que vous refusez d'accepter en fait en vous. C'est votre partie du moi que vous ne connaissez pas en fait, et parfois même dont vous ignorez totalement et qui va provoquer chez vous des déviances. Et en fait, ça tombe bien parce que justement, les méchants chez des shadows. Et donc souvent, ça tombe bien. Et bah ouais, et souvent en fait, les boss dans Persona sont en fait des personnages que vous allez croiser dans votre vie et vous allez croiser leur version un peu dans le métaverse, leur version shadow, qui vont être en fait la représentation un peu onirique de leurs désirs les plus distordus, on va dire. Donc en fait, quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, il va être dans une banque, il va puer le mec qui adore l'argent. En fait, c'est vraiment le symbole de ce qui ne va pas en fait dans ta tête concrètement. Et alors, pardon, je reprends ce que tu avais dit. Donc on va combattre ces shadows. Avec d'autres shadows. Voilà, on va les acquérir par la suite. Exactement. Alors, ils vont devenir des personas. Exactement. Alors par contre, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il n'y a que le protagoniste qui peut en fait capturer les shadows pour en fait avoir plusieurs personas, puisqu'en fait les autres lycéens qui sont avec vous ont leur propre persona. Et donc, c'est le moment où je me dis qu'il y a tellement de choses à dire sur cette série. Ça aussi, ça peut s'expliquer parce que dans Persona, ils se sont amusés en fait à comparer les personnages avec les cartes du tarot de Marseille. Donc en fait, on a aussi un côté un peu divination. Le tarot de Marseille. Tout à fait. Alors je sais pas si vous voyez, vous savez, c'est les cartes qu'on pose un peu sur la table, qu'on retourne et qu'on dit ah bah tiens, c'est la lune, il va t'arriver ça. Oui, c'est le tarot avec les atouts, non pas les atouts avec les paysans, le 12 de non. Alors en fait, ça s'appelle aussi des atouts, mais alors en fait, on dit aussi des arcanes. D'accord, oui, c'est vraiment le tarot traditionnel, le fou, l'atout, La bouillabaisse. Ouais. C'est ça. C'était encore Dans le pur tarot marseillais. Alors, ils n'ont pas osé mettre la carte de la bouillabaisse dans Persona. Mais alors en fait voilà, donc du coup dans le visual novel, chaque persona est associé à une carte du tarot. Et donc en fait vous allez avoir, en fait c'est un peu comme les types dans Pokémon. Vous avez les Pokémon qui sont électriques, aquatiques, plantes. Ouais. Et ben là vous allez avoir les personas du pendu, les personas de la tour, les personas de la mort, les personas du diable, j'allais dire de l'empresse. Donc voilà, donc concrètement il y a ça. Et donc en fait vos potes ils sont associés à une carte et ils ont un seul persona unique qui est la représentation de leur personnalité, en tout cas, ou de celle en fait qui se révèle à eux. Donc ils ont un persona, ce qui est logique en fait. En psychologie, ils ont un persona, c'est leur caractère qui montre en fait. Et votre protagoniste qui est muet, lui en a plusieurs. Donc je pense déjà, c'est pas un hasard parce que souvent un protagoniste muet dans un jeu vidéo, c'est une carte blanche. Voilà, Link, il n'a pas de persona puisqu'en fait c'est censé être un peu tout le monde, mais surtout votre protagoniste systématiquement est la carte du tarot du fou. Et quand on s'enfonce dans les méandres de la divination des cartes de tarot et compagnie, le fou c'est la carte qui n'a pas de numéro en fait. Donc c'est la carte du fou, c'est la carte vide. La carte blanche c'est la carte 0. Et en fait en tarot, la carte du fou c'est une métaphore de la vie, puisqu'en fait le fou, pour devenir une personne complète, se doit de rencontrer toutes les autres cartes du tarot pour en fait développer sa propre personnalité. Et donc ça fait un peu tordu dit comme ça, mais l'air de rien, Persona c'est exactement ça en fait. Vous êtes un personnage qui est incarné par la carte du fou et vous n'avez pas spécialement de personnalité. Vous pouvez avoir plusieurs personnalités du coup parce que vous avez plusieurs personas et vous devez interagir dans le monde réel avec les personnages qui vont représenter les autres cartes des arcanes pour faire ce chemin du fou en fait. Pardon, je continue mon parallèle avec Link rapidement. Non mais au final, Link n'accède à sa position de héros dans les Zelda que par les gens qu'il rencontre. Finalement, c'est un peu le même. Voilà, exactement. Même système. Après, en même temps, c'est un petit peu la malédiction du personnage qui ne parle pas et qui n'existe qu'au travers des personnages qui parlent à sa place, en fait, concrètement, quoi. C'est magnifique cette phrase, je trouve. Non mais là, sans déconner. Et du coup, la question que j'aurais, c'est que ce système de jeu, donc il est, on l'a vu, hyper travaillé et du coup hyper intéressant à jouer, j'imagine. Ouais. Et toi, justement, comment t'as
comment t'en es arrivé à ce jeu-là? Alors en fait, moi déjà j'étais adolescent quand Persona 3 est sorti, et l'air de rien, quand tu es adolescent et qu'il y a un jeu avec des adolescents qui sort, bah déjà ça... Et du suicide. Et du suicide, oui, parce que c'est quand même l'âge où t'as envie de te mettre une balle dans... Bah, Et, ou du moins tu peux te poser la question, on va dire. non mais c'est un enjeu, c'est un jeu qui a une empreinte quand même très forte sur les adolescents, parce que justement c'est pas pour rien qu'ils ont pris des adolescents pour faire un jeu basé sur la psychologie. Je veux dire, s'il y a quand même des êtres sur Terre qui savent pas trop où ils sont et qui ont besoin justement de comprendre leur propre caractère et justement de comprendre qu'ils doivent porter des masques en société, c'est les ados. C'est le moment en fait où tu sors de l'enfance, et là on va partir dans la psycho, on n'est plus du tout dans le RPG. Mais... En même temps, on a parlé de Jung, donc je pense qu'on peut y aller. Hein. Non mais voilà, mais du coup, moi c'est... Déjà, pour moi, Persona, c'est là où c'est fort. C'est-à-dire que le jeu, quand tu regardes juste la boîte, quand tu regardes des vidéos, tu te dis « Oh là là, c'est encore une espèce d'adaptation d'animé japonais. » Enfin, et en fait, les mecs, ils sont quand même allés prendre le tarot de Marseille et puis des éléments de psychologie analytique pour te faire du gameplay, quoi. Parce qu'en fait, le gameplay est en 2 temps. Tu as la journée où tu es un lycéen, où tu dois interagir avec les gens et surtout avec les social links et les confidents, en fait, ça a été renommé confidents dans le dernier Persona, qui sont en fait les représentations des cartes des arcanes pour faire ce chemin, pour augmenter tes stats, qui va t'aider à augmenter plus facilement le niveau de tes personas pour te battre dans les donjons. Donc c'est un peu en 2 teintes comme ça, mais bon, c'est un peu tordu, mais quelque part c'est logique en fait. Non, mais moi je trouve ça vachement intéressant. C'est vrai que j'ai très peu pratiqué, mis à part donc l'épisode PSP vite fait. Ouais. Je crois que c'était le 3, il me semble, sur PSP. C'est ça, ouais, c'était Persona 3 portable, sachant voilà. qu'ils ont arraché beaucoup de choses à la version PSP parce que du coup la console n'était pas une PS2 en fait, bêtement. Et donc elle avait pas les ressources. En fait, par exemple, tu te déplaces dans les menus, alors qu'en fait sur PS2 tu vas déplacer ton personnage en fait. Donc du coup, il est beaucoup plus visual novel que la version PS2 en fait. C'est-à-dire qu'en fait la PSP a grosso modo un poil plus des capacités d'une PS1. Ouais, voilà, c'était entre la PS1 et la PS2 quoi. Si donc, tu voulais sortir ça sur PS2, il aurait en réalité fallu sortir ça sur PS Vita. Oui, bah d'ailleurs, peut-être. Persona 4 est ressorti sur PS Vita en version Golden, que je recommande très très fort. C'est la version ultime en fait de Persona 4. Et donc voilà. Et donc Persona dans sa poche, c'est quand même vachement plus pratique que dans son salon. Et surtout quand il faut vous taper des dialogues pendant des heures avec des lycéens. Vous êtes bien content de pouvoir faire ça un peu n'importe où. Ouais, puis le problème c'est qu'une fois arrivé au lycée, il y a des vrais lycéens qui veulent avoir des vrais dialogues avec vous. Est-ce que tu veux qu'on du coup, t'as plus envie. C'est ça. Voilà. Et en termes d'interaction, est-ce que tu veux qu'on parle des gens qui se sont tués en jouant à Pokémon Go parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils étaient sur l'autoroute? Ah oui, alors, voilà. alors ça c'est pas mal. Alors je pense qu'il y en a plus que des adolescents qui se sont flingués après avoir joué à Persona 3. Alors oui, je rappelle pour les gens qui joueraient à Pokémon Go là, dans l'audience, dans l'audimat, attention, si vous êtes près d'une falaise, levez le nez. Et pareil, n'entrez pas dans un cimetière en espérant croiser un Fantominus. L'endroit n'est pas contractuel avec le type de Pokémon que vous croiserez, les enfants. Il y a des gens qui sont quand même dignes de la sélection naturelle. Je suis désolé. Soyez sympa, moi j'y ai beaucoup joué. Non, c'est pas le problème. C'est pas le problème de... mais je recommande, j'ai perdu 4 kilos en jouant en Pokémon Go. Alors s'il vous faut des astuces minceurs, je recommande. Honnêtement, pardon de la digression, c'est pas le problème de critiquer les gens qui jouent à Pokémon Go. C'est pas le souci. Je dis juste que de là à aller se foutre sur une autoroute où ça circule pour aller choper un Pokémon, c'est peut-être abusé quoi, mais c'est juste ça. Oui, bon, après ne pas aller sur l'autoroute, ça fait partie des principes de base qu'on est tous censés avoir. Oui, après, je pense qu'ils les ont pas. Il y a un truc qui s'appelle la sélection naturelle. Oui, voilà, j'en ai exactement. parlé. Si la personne finit sur l'autoroute à un moment. Non, mais voilà, après, si vous jouez à Pokémon Go, j'ai envie de dire, libre à vous, les amis. Il n'y a pas de problème là-dessus, personnellement. Mis à part que ça bouffe la batterie et que ça fait chauffer vos portables. Oui. Oh là là, mais alors, je pense qu'il y a des marques de téléphone portable qui étaient bien contents à la sortie de Pokémon Go. Ouais. Portable et ça fait ramer les portables aussi si vous avez la bêtise de télécharger la carte sur votre portable, je crois.
Enfin bref, c'est pas tout. Mais je crois que la hype est quand même pas mal retombée. Un petit peu, ouais. Ouais, malgré les mises à jour. Et- On a le droit d'en parler un peu, presque un RPG, mais. Bah, mais en fait, non, sans rire. C'est pas que c'est pas un RPG, c'est quelque part Pokémon Go, on n'avait pas prévu d'en parler, mais tant pis, redéfinit un petit peu le principe du RPG qui était Pokémon, puisque là encore, on rencontre des gens, sauf que c'est des gens IRL, donc in real life, dans la vraie vie, et on retrouve le système d'objets, le système d'inventaire et le système de capture et d'évolution qui fait partie du mécanisme RPG et qui, du coup, était dans l'ADN de Pokémon depuis le départ. Et à moins que je ne me trompe, parce que je n'ai fait que voir Pokémon Go, il n'y a pas de scénario. Non, il y en a pas. On fait non. du RPG en s'affranchissant du Bah non, scénario. le Exactement. scénario, c'est l'endroit où tu te trouves. Et le quelque scénario, part, c'est toi qui l'inventes. c'est Quand celui tu n'as qui plus l'invente. de batterie, que tu es à 25 km de chez toi, tu fais un scénario. C'est un truc de fou. Mais- C'est du vécu. Ah bon, bah, vous savez que ça fait perdre du poids apparemment. Hein. On peut vous le dire. Mais non, mais en fait j'avais une vraie raison de digresser sur Pokémon Go, quoi que ce ne soit pas une véritable digression puisqu'on reste toujours dans des éléments RPG. Non, c'était au niveau de la communauté justement, de la hype. Ludo, est-ce que tu peux, parce que je suppose qu'un jeu aussi complexe que Persona et un jeu aussi riche justement que Persona a dû générer une grosse communauté. Oui, alors il y a une grosse communauté autour de Persona, mais alors on va être très très franc, ça reste un jeu de niche, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a quand même assez peu de personnes qui connaissent les Megami Tensei. Alors, je pense qu'en Europe, enfin en tout cas, à mon avis en France, Persona est quand même plus populaire que la série mère, que les Megami Tensei. Mais effectivement, il y a une grosse communauté, une communauté qui, l'air de rien, a explosé cette année, et surtout en avril avec la sortie de Persona 5, qui est vraiment la meilleure porte d'entrée dans l'univers. Donc, je pense que je vais un peu plus parler de Persona 5 d'ailleurs, parce que c'est ce qui est le plus intéressant. C'est ça que d'ailleurs, j'ai pas mal expliqué les Persona et les Shadow, mais je vous ai pas expliqué comment on joue en fait Voilà, à explique-nous le Persona. gameplay. Vas-y, comme Donc, ça je on m'y va mettrai Peut-être peut-être. parler un peu de gameplay. Donc l'air de rien, parce que on est au Japon, parce que ça fait un petit peu animé japonais, vous êtes un étudiant transféré, bien évidemment, vous arrivez dans une école où on ne vous connaît pas. Et en fait, du coup, Persona, c'est la journée. Vous êtes étudiant, et la nuit, eh ben, vous êtes un super badass qui peut invoquer des ombres et qui se bat. Donc, dans Persona 3, la journée, vous êtes au lycée. Le soir, vous allez dans cette espèce de tour démoniaque qui allait taper des démons. Dans Persona 4, la journée, vous êtes au lycée. Et en fait, il y a la Midnight Channel, qui est une chaîne de télévision dans laquelle vous pouvez rentrer, parce que vous pouvez rentrer dans la télévision dans Persona 4. Et donc, vous allez dans un monde parallèle qui est le monde de la télévision. Alors, je vous explique pas à quel point ce jeu est acidulé et décalé. Et vous croisez Rick et Morty régulièrement. Mais alors, si seulement Rick et Morty avaient existé à l'époque, je pense qu'il y aurait eu des trucs de tu fou m'étonnes. dans Persona 4. Et du coup, dans Persona 5, donc, vous êtes un lycéen la journée, once again. Et en fait, avec une application sur votre smartphone, parce qu'on est en 2017, vous pouvez aller dans ce qu'on appelle le métaverse, et donc dans un univers parallèle. Pardon, ton smartphone dans le jeu ou ton smartphone IRL? Alors, si tu arrives à aller dans le métaverse avec ton smartphone IRL, je veux bien qu'on y aille tous les deux. Moi, je pensais qu'ils avaient développé une application tierce. au Non, mais jeu c'est sur des les lycéens, ils ont smartphones. des smartphones, c'est normal, Certes, tu vois. Ils ont certes. des coupes de cheveux un peu bizarres, des Ouais, smartphones. tous des ils sont un Lukimo. peu- Voilà, et donc du coup, la journée, visual novel, vous parlez avec les gens, on reprend les mécaniques des jeux de drague, vous avez des gens face de vous, ils disent des choses, vous avez 3 propositions, il y en a une qui est moyenne, il y en a une qui est très bien, il y en a une qui est mauvaise. Ça influe sur vos statistiques. Et le soir, du coup, dans les donjons, c'est un RPG on ne peut plus classique. Vous traversez un donjon, vous avancez votre personnage. Vous avez un groupe de 4 personnages maximum. Vous avez de la magie, vous avez des armes blanches. Vous avez des flingues, parce que c'est vachement plus drôle quand même. Et donc vous croisez... Alors par contre, il n'y a pas de combat aléatoire, les ennemis sont sur la carte. Et du coup, quand vous rentrez en contact avec On un est ennemi... placé dans une arène en fait, à ce moment-là. C'est vraiment des donjons. Voilà, et en fait, après, du coup, tu passes en mode combat, un peu D'accord. comme dans les RPG, dans les En tour JRPG par tour, traditionnels. quoi. Au tour par tour, tout à fait. Donc voilà, et donc là, du coup, tu invoques tes personas. Les personas en face ont des faiblesses, les tiens aussi. Et là, en fait, où Persona, pour moi, se distingue des RPG des JRPG au tour par tour, c'est par son système de combat et son système de weakness. En fait... Donc, comme je disais, comme dans Pokémon, un personnage en face de vous va avoir une faiblesse. Il va être faible à un certain élément. C'est à vous de trouver à quel élément il est faible. C'est-à-dire que systématiquement, le personnage en face de vous
même si c'est un persona De Roche, par exemple. Ouais, admettons, voilà, il va pas être toujours sensible à la même chose. Parce que chaque persona est différent. Donc chaque persona a ses propres... Une fois que vous l'avez trouvé, vous faites un critique et vous gagnez un tour. Et en fait, c'est là que c'est génial. C'est-à-dire que quand tu as trouvé la faiblesse du persona en face, tu peux rejouer. Mais du coup, s'il y a 4 ennemis en face et que tu as trouvé la faiblesse de l'autre ennemi, en fait, tu peux boucler le combat en un tour. Tu expédies le truc en 5-7, tu fais des critiques et tu rejoues et t'as fini et tu t'en vas. Ouais, c'est comme les parties de petits chevaux un petit peu. Là. non, mais Oui, c'est vrai. Oui, bah, Ça peut quelque sembler part, oui. idiot, mais aux petits chevaux, quand vous faites 6, vous rejouez, bah en fait là c'est un peu comme si je faisais 6 à chaque fois. Ouais, c'est ça, exactement. Désolé, j'essaie de... Non, mais- j'essaie voilà. J'essaie de Il métaphoriser contextualise le truc. in real life. Voilà. finalement. Non mais Ouais. parce que je pense qu'en fait, bon là autour de cette table on est tous un petit peu versés dans le RPG. Par contre je pense que dans l'audimat qui nous écoute là, enfin qui nous écoutera, il y a peut-être des gens qui n'ont même jamais touché à un RPG. Ah, mais oui, Donc mais- non, j'essaie mais de t'as- remettre en compte. Non, mais Non, c'est mais très tu fais bien. très bien. C'est Tu- très bien. C'est parfait. J'ai plus rien à faire, moi je suis content. Moi, j'ai une question très pratique. Ils sont pas fatigués, ces adolescents, après le matin quand ils se lèvent, après avoir fait ça toute la nuit? Et bah alors c'est marrant que tu dises ça justement parce que alors c'est un truc qui a fait râler beaucoup de gens dans Persona 5, mais quand tu sors du métaverse, tu as un personnage qui est représenté par un chat, ce foutu chat qui s'appelle Morgana. Donc toi tu rentres chez toi, tu viens de finir un donjon. T'as envie de faire quoi? Tu dis bah je vais retourner aller draguer le petit personnage là parce que c'était sympa. Elle te dit dis donc, mais tu serais pas un peu fatigué toi parce qu'on a fait un donjon et du coup t'es obligé d'aller au lit. Ah, bah voilà. Donc tu vois il y a une logique, c'est pas... Mais alors ça c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de RPG qui ont une barre de gestion de la fatigue. Et ce qui est marrant, moi j'ai un jeu qui s'appelle Rune Factory 4 qui en fait Ah oui. mélange RPG et gestion de ferme. Et en fait tu ne peux travailler que tant que ta barre de fatigue n'est pas épuisée. Sinon tu te retrouves à l'hôpital. Et ben l'air de rien, Persona reprend un peu la jauge de fatigue dans le sens où, et c'est là aussi où c'est original, le mec qui va insister à quel point Persona c'est original, quand vous rentrez dans un donjon, vous ne pouvez pas restaurer votre mana. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien pour vous soigner à l'intérieur d'un donjon, mis à part des items qui sont extrêmement rares et extrêmement chers. Votre mana, c'est votre endurance. Vous n'êtes pas obligé de vous tarter le donjon d'une traite. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tartez le donjon d'une traite. Quand vous rentrez dans le donjon, quand vous prenez la décision avec vos camarades à l'école d'aller dans le donjon ce jour-là, vous y allez et vous restez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de mana. Quand vous n'en avez plus, il faut sortir. Donc en fait, c'est à vous de retourner au début du donjon, de ressortir et de retourner dans le monde réel. Et donc du coup, c'est ça qui est hyper génial parce que tu as une vraie mécanique de récompense. Plus tu vas loin, plus tu es content. Tu dis, waouh, j'ai fait la moitié du donjon, quoi. Il n'y a pas de téléporteur dans le donjon. Alors si, en fait, il y a ce qu'on appelle des safe rooms. Il y a des moments où tu vas trouver des zones un petit peu... des zones où il n'y a pas d'ennemis, où tu peux sauvegarder et après te téléporter, parce que Persona fait partie de ces jeux qui est encore ancré dans le siècle dernier, où tu ne peux pas sauvegarder quand tu veux. Ouais. Non mais heureusement qu'ils ont mis système parce que t'imagines si tu devais à chaque fois t'en retaper 40 salles de donjon avant d'arriver au C'est point où t'étais. Alors il y a quand même des items qui te téléportent au début du donjon et je pense que Persona 5 ils ont quand même réussi à rendre ça plus pratique et plus sympa, mais normalement tu te tartes le chemin dans l'autre sens quand même globalement. Eh ben écoute, je pense que tu vas contribuer à augmenter mon seuil de pauvreté à un moment parce que non mais sérieux ça me donne envie de. Ça pourrait aussi me donner envie de me mettre au Persona. Ouais. Des- Non mais Ouais, c'est vraiment très sympa, ouais. Franchement. Peut-être au moins essayer le 3 qui doit se trouver à très bas prix je pense maintenant. Eh ben non, Non, toujours pas. absolument pas. Comme tous les petits JRPG de niche, il est rare et il est cher. Donc en fait, Persona 3 sur PSP, si tu veux l'acheter en boîte, il va monter jusqu'à 80€. Sur Ouais, bon. PS2, ça va être la même chose. Ouais. À mon avis, le moins cher, c'est le Persona 4 Golden sur PS Vita. C'est vraiment le... Alors il facile y à a un avoir. Persona Q qui a vu le jour sur Ouais. 3DS, je crois. Alors du coup, celui-là, ça n'a rien à voir. C'est un Etrian Odyssey avec le thème des Persona en fait. D'accord. Mais Etrian Odyssey qui est une Qui est- licence RPG de Atlus aussi. Ouais. Parce que je n'ai pas dit, mais Persona c'est un RPG de Oui. Atlus. Et Trian Odyssey qui fait partie d'une catégorie de RPG qu'on appelle les dungeon crawlers. si je ne Exactement. me Et du trompe. coup, c'était quand même un peu cohérent Mm. de faire un Etrian Odyssey avec les Persona. Parce que l'air de rien, Persona, c'est aussi un dungeon crawler le soir quand Mm. tu vas dans les donjons, quoi. Et en fait, oui, au niveau du RPG, pour ceux qui ne sauraient pas, le dungeon crawler, enfin arrêtez-moi si je me trompe, c'est ces RPG où en fait l'architecture d'un donjon n'est jamais la même.
et où il faut les redécouvrir à chaque fois. Oui, alors normalement, par exemple, ouais, sur Etrian Odyssey, c'est à toi de te tracer la carte en fait, Ouais, justement pour te ouais, localiser. ouais. Et oui, effectivement, c'est régénéré. Et quand t'as pas le sens d'orientation à la base, t'es bien dans la merde. Alors c'est pas le cas des donjons par exemple principaux dans Persona 5. C'est-à-dire qu'en fait t'as les donjons du scénario qui sont en fait qui ont un level design bien particulier. Donc tu ne peux pas les faire dans n'importe quel sens, c'est pas régénéré. Par contre il y a après dans Persona 5 ce qu'ils appellent en fait t'as des donjons aussi qui sont générés aléatoirement dont j'ai absolument perdu le nom là tout de suite mais bon. Génération procédurale, non? Oui voilà tout à fait et donc du coup tu dois traverser les Memento voilà. Ah d'accord, bah, c'est la même génération de donjons, que dans No Man's Sky, c'est ce jeu où les planètes, l'univers sont générés de manière procédurale et où au final ça a jamais la même tête d'un univers à l'autre. Voilà mais dans Persona c'est bien fait. Oh mais arrêtez avec ces pauvres développeurs de No Man's Sky. Un petit coup d'arme, juste. Il a pas eu de chance le mec. On aura bitché sur beaucoup de choses, il manque plus que Ridley Scott et on est bon. Exactement. Bah, ça peut venir, hein. Ouais, c'est- Jonathan, une petite référence à Mad Max? Non, Non, mais là, enfin, Mad Max c'est bien, Ridley Scott c'est un con, voilà c'est fait. Ça y est. On va pas part, name dropper Jean ça- Reno sinon. ça- On peut, hein, on peut. ça part en cacahuète, je crois. Jean Reno, Luc Besson, on fait la liste ou pas? Je crois qu'il est temps. Bon, je pense que le bilan de tout ça, c'est jouer à Persona. Ouais. Merci en tout cas de nous l'avoir vendu. Bah ouais, je vous De ai cette surtout manière. vendu le gameplay, Non mais, ouais, voilà. non, mais je trouve ça. C'est vrai que j'y avais à peine prêté attention ou juste un petit moment comme ça sur PSP et en fait maintenant que t'en reparles, ça me donne Mais envie de. clairement, enfin, essayez le 5, vraiment. Enfin, Ouais. si vous avez une PS4 ou une PS3, et vraiment la version PS3, elle passe vraiment très très bien. Hein. Vraiment, c'est très bien. Le thème, c'est les voleurs. C'est tout inspiré, en fait, la culture populaire des voleurs. Voilà, Arsène Lupin, il y a Carmen, voilà, même Goemon hein, pour les Japonais. Voilà, donc c'est là-dessus. Et vous êtes des voleurs. Donc, votre groupe de lycéens, quand ils passent dans le métaverse, se font appeler les Phantom Thieves. Et en fait, tu vas dans les palaces intérieurs des gens. Donc, tu vas dans leur psyché Ouais. pour leur voler leur trésor, qui est en fait la représentation de leur désir distordu. Et du coup, tu voles leur cœur et tu les changes dans la vraie vie. Oh, c'est pas mignon. comme- C'est beau, hein? C'est pas un peu comme Psychonauts, s'il y a pas un truc comme ça? Ah, c'est un peu, ouais, dans la psyché aussi, ouais. Ouais. Et Goemon, c'est pas une marionnette mignonne du fandom japonais, là? Alors Goemon, je crois que c'est surtout dans la mythologie japonaise un D'accord. voleur en fait, hein, de base, D'accord. plutôt qu'un petit chaton. Mais c'est effectivement un petit chaton, ouais, D'accord. dans le dessin animé. Tu peux être un chaton ou un voleur, je vois pas où est le problème. Ah hein. oui, hein. Bon, et ben oui, ça donne vraiment envie de Voilà, et je tester. pourrais en parler des heures, mais... Oui, je crois avoir compris ça, mais ce que je propose, c'est qu'on se dirige du coup vers une deuxième pause musicale, et après, c'est Jonathan qui interviendra sur Baldur's Gate, et qui va nous faire écouter notamment la magie du doublage, je dirais, du métier de comédien en VF, certaines fois. Et avant cela, donc, petite pause musicale qui cette fois a été dédiée JC, c'est-à-dire Merci. mais je t'en prie, il va s'agir de Innocent Primeval, je crois. Innocent Primeval c'est Breaker, qui est le thème d'ouverture du jeu Is 7. Voilà, sur et là PSP. pour le coup Jouez-le. c'est un thème vocal, c'est la version chantée. Ah, tu as pris la version chantée en Bah plus. oui, tant qu'à y être, pour que ce soit vraiment une pause chanson, quoi. Excellent. Bon, elle est un peu plus courte que la dernière, mais voilà. Du coup, ça- Je ne me risquerai pas à prononcer le nom du groupe japonais. Moi non plus, voilà. c'est une chanson avec un groupe de japonais. Voilà, allez, à tout de suite. 「涙と
Hey, c'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. J'ai beau avoir déjà entendu le jingle, mais il y a un petit côté magique. Donc nous sommes pour Performance of France pour l'émission sur les RPG. Et Vous avez rien entendu encore. il a mis un souk pas possible Jonathan, qui paraît un petit peu désœuvré sur cette émission, qui fait des œuvres d'art sur sa feuille de notes. Et du coup, tu vas nous parler de Baldur's Gate avec donc justement un doublage bien particulier. Ouais, non mais avant de parler du doublage qui était effectivement juste légendaire dans Baldur's Gate, faut quand même préciser que Baldur's Gate c'est genre le meilleur RPG de tous les temps dans cette catégorie de jeux là sur PC en fait. C'est un fait incontesté par tous ceux qui ont pu y jouer et par la critique. Donc c'est un jeu de rôle qui a été développé par BioWare et publié par Black Easel en novembre 98 aux États-Unis et en janvier 99 en Europe. Donc on a d'abord eu Baldur's Gate, puis son extension en 99 qui était Tales of the Sword Coast, et une vraie suite Baldur's Gate 2 Shadows of Amn en 2000, et enfin son extension et l'épisode donc, qui conclut la saga, Throne of Baal en 2001, que moi j'ai pas réussi à trouver avant 2005-2006, parce que c'était l'époque d'avant Internet, et que en supermarché ça se trouvait pas. Et donc bon bref, on vous présente plus BioWare en principe. Si vous avez joué à un RPG digne de ce nom ces dernières décennies, il y a des chances pour qu'ils aient bossé dessus, puisqu'ils sont responsables donc outre Baldur's Gate de Neverwinter Night, Dragon Age, Mass Effect, Star Wars Knights of the Old Republic et le MMORPG ou MPORG, hein, comme le disent les Français, Star Wars The Old Republic. Alors Jonathan, Oui. en ce qui concerne le fait de trouver les Baldur's Gate, je dirais, et un jour vint l'émulation. Oui, maintenant oui. Maintenant ils sont Oui, mais à disponibles l'époque. Oui, non mais là on parle du début des années 2000, j'avais pas internet. Oui. Donc pour revenir brièvement sur des bases RPG de Baldur's Gate, le jeu se passe dans l'univers des Royaumes Oubliés, qui est un décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. Et c'est pour le coup un véritable retour aux sources pour les RPG PC qui étaient en sérieuse perte de vitesse au milieu des années 90 et qui ont été sauvés successivement par des jeux comme Diablo et Baldur's Gate. À savoir que Diablo est sorti un an à peu près avant le premier Baldur's Gate, donc il me semble 97. Le scénario se déroule principalement sur la côte ouest de Faerun, donc baptisée la côte des épées, au sud, pour ce qui est de Baldur's Gate 1, de la ville de Baldur's Gate, ou la porte de Baldur dans la version française. Le système de jeu est très classique, on suit les codes de Donjons et Dragons, le joueur contrôle un groupe qui peut accueillir jusqu'à 6 personnages. Donc on commence bien sûr par créer son propre personnage, on choisit son sexe, son apparence, sa classe, sa voix, son alignement, on lui attribue des points de compétence en force, charisme, intelligence, etc. en fonction de sa classe, en sachant que par exemple l'intelligence est plus importante si vous jouez un mage qu'un guerrier. Et donc au fur et à mesure on rencontre des dizaines de persos pouvant rejoindre le groupe. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'il faut se constituer un groupe relativement équilibré. Va vous falloir un mage évidemment, un tank, un druide et ou un clerc pouvant vous soigner, vous ressusciter, un voleur pour crocheter les coffres et détecter les pièges dans les donjons, etc. Mais là où ça se complique, c'est que ces personnages-là vont venir avec leur propre histoire, leur propre alignement, leurs propres attentes, parfois leur propre quête personnelle. Et si ça colle pas avec vos décisions et vos actions et votre alignement, ils peuvent très bien décider de vous abandonner en cours d'aventure, de foutre le camp avec tout le matos que vous leur avez donné à porter, et vous les retrouvez plus derrière, hein, c'est terminé. Il y avait donc un côté un peu social super intéressant qui prend d'autant plus d'ampleur à partir de Baldur's Gate 2 avec le développement de romance entre personnages, ce que BioWare a particulièrement développé dans tous les autres jeux qu'ils ont pu développer là-dessus, Dragon Age et les Mass Effect, etc. Je vais juste me permettre 2 Ouais. minutes de traduire, d'expliciter le terme de tank, qui n'est peut-être pas limpide pour tout le monde, outre nous-mêmes, je veux dire. Le tank, généralement, dans un groupe de personnages, c'est celui qui bourrine et qui fait le ménage. Voilà, hein. c'est celui qui prend tous les dégâts pendant prend les que, coups, ouais. voilà, pendant Voilà. que les autres... il résiste plus qu'il fait mal en fait. Voilà. Et Mais ce qu'il faudrait dire à mon sens, parce que là on entre quand même encore une fois dans une dimension particulière des RPG qui frise clairement avec effectivement le MPORG, hein, comme le disent certains journalistes Oui. du service public. mhm. Mais on a quand même une dimension du jeu du RPG avec un vocabulaire bien à part quand même. Oui. Et surtout que là, on reprend vraiment. En fait, c'est peu de temps après l'acquisition donc des droits de la licence Donjons et Dragons. Donc, non seulement on va retrouver les mêmes mots-clés, les mêmes concepts, mais les mêmes modes de jeu qui vont être transposés du papier au jeu vidéo. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec. C'est pas du tour par tour, le mode de jeu sur Baldur's Gate. C'est-à-dire que tout le monde se fout sur la gueule en même temps. Sauf que
vous avez le moyen de mettre en pause systématiquement, de donner des ordres aux différents membres de votre groupe, de relancer le jeu, et quand ces actions sont terminées, vous pouvez remettre en pause et contrôler au fur et à mesure du jeu comment ça évolue. Et en fait, les actions de vos personnages, par exemple si vous avez un guerrier, les dégâts qu'il va causer vont être liés à un lancer de dés au moment de l'action. Donc on se retrouve vraiment sur les bases du jeu de rôle papier transposé dans le monde du jeu vidéo. Ça c'est pour le système de jeu. Au niveau du scénario, on était sur quelque chose qui était déjà, tu l'as mentionné JC, au niveau du scénario dans le RPG, l'importance. Là c'était quand même pas mal aussi, puisqu'on se retrouvait avec, donc dans Baldur's Gate 1, on est le fils adoptif d'un sage appelé Gorion, et au début du jeu on se retrouve à quitter Château Suif, donc qui est le château où on a grandi, parce qu'il y a une menace qui débarque. Bon, Gorion se fait buter en cours de route. On croise Imoen, à la voix un peu à 2 balles qu'on a entendu dans le jingle, qui va nous suivre pendant tout le jeu et pendant les autres aussi. Impossible de s'en débarrasser d'Imoen. Vous pouvez essayer, elle revient. Elle est toujours très heureuse de vous revoir. Oui, non, mais c'était Imoen. Et du coup, en fait, vous vous rendez compte au fur et à mesure de l'aventure que vous êtes traqué par des espèces de forces obscures. Il y a un genre de complot ligué contre vous, et on apprend à la fin de Baldur's Gate 1 et notamment au début de Baldur's Gate 2 que vous êtes un des enfants de Baal, donc un dieu qui avait été détruit par les anciens, et que en fait Baal a parsemer le monde de ces enfants qui sont censés finalement le ramener à la vie. Enfin, un d'eux est censé redevenir en tuant tous les autres enfants de Baal, et c'est la consécration en fait dans la dernière extension Throne of Baal, où finalement il y a une guerre ouverte dans le monde entier entre tous les enfants de Baal, des armées se lèvent les unes contre les autres, et ça prend une dimension cataclysmique avec des choix vraiment importants à faire sur l'évolution du monde, etc. Et vous y avez donc pas du tout joué, vous autres? Alors moi, j'ai pas eu ce plaisir, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas eu le plaisir de jouer à Baldur's Gate. Moi, j'ai dû y jouer bien 10 ans non-stop de suite, quoi. Mais, quand même. Mais les gens que je connaisse, qui ont joué à Baldur's Gate, ils ont joué très longtemps en fait. C'est fou. Encore aujourd'hui, je pense que j'ai des gens dans mon entourage qui jouent à Baldur's Gate. Ah mais moi je vais m'y remettre dans pas longtemps. En plus, il est ressorti effectivement il y a quelques années en version Enhanced Edition, donc en HD, en version dématérialisée, je crois, sur je sais plus quelle plateforme. C'est pas Steam, c'est une autre plateforme. Sur GOG, non? Ouais, c'est GOG. Oui, c'est ça. Il est sorti sur GOG. Voilà. Mais donc, alors moi, j'aime beaucoup cette manie qu'on a comme ça de reprendre des vieux jeux en HD pour qu'on voit bien les pixels. Non, en fait, le moteur graphique était pas mal du tout à partir de Shadows of Amn. C'était sur Baldur's Gate 1 où le moteur graphique était un peu plus âgé. Et là, en fait, dans les versions Enhanced Edition, ils ont repris le moteur graphique du 2 qu'ils ont retransposé sur Baldur's Gate 1. Ce qui fait que, en gros, la seule vraie différence, c'est l'adaptation, outre quelques ajouts sur le jeu, c'est l'adaptation sur les écrans HD d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand j'ai joué avec mes versions encore boîte CD, parce que c'était les jeux où il y avait 5, on en parlait un peu plus tôt, c'est les jeux PC encore où il y avait 5-6 CD, en fonction du changement de zone, il fallait changer de CD pour charger la bonne zone. C'était vraiment... je pouvais l'installer, il tourne encore, mais vous vous retrouvez avec un écran qui est beaucoup plus petit, parce que du coup c'est pas fait pour nos écrans HD aujourd'hui. Donc c'est l'avantage des versions Enhanced. C'est un point de détail du coup, mais on en parlait à midi, tu as mentionné le changement de CD nécessaire pour le jeu, et ça c'est une pratique qui aujourd'hui, en particulier sur les consoles et l'accès aux démat, l'accès aux plateformes dématérialisées, c'est quelque chose qui n'existe plus. Et Ludo faisait remarquer à juste titre, ou qui existe du moins très très peu, et Ludo faisait remarquer à juste titre que du coup avoir connu ce moment où tu changeais de CD, ça fait partie de l'expérience du jeu en fait. Je pense que c'est vraiment clairement des choses que tu ne peux plus vivre et tu peux pas en fait aujourd'hui, si t'as pas connu Baldur's Gate, à mon avis, l'aimer autant que les gens qui l'ont connu à l'époque en fait. C'est pas possible parce que la fibre nostalgique va pas fonctionner et tu vas pas le découvrir de la même façon, il va pas te mettre la claque qu'il a mis, je pense, à tout le monde à l'époque quand il est sorti. Mais d'ailleurs, je pensais, dis-moi si je dis des bêtises, mais je crois qu'il y avait une communauté de fous en fait sur ce jeu. Il était pas modé ou il y avait pas des cartes supplémentaires ou des trucs comme ça. Alors je sais plus, parce que du coup moi quand j'y jouais j'avais pas forcément accès à internet. Je sais qu'il y avait une version à partir de Shadows of Amn, je crois qu'on pouvait jouer en ligne. J'ai jamais vraiment réussi à y jouer, mais il y a encore aujourd'hui énormément de gens qui jouent. Les forums continuent de fonctionner autour à se renseigner, mais en fait je crois que les fans ont fait une version un peu ultime de Baldur's Gate 1 qui en fait est même mieux que la version Enhanced qu'ils ont ressorti sur le blog en fait. Il me semble bien donc. Mais oui non, parce que il y a encore une communauté qui suit ce jeu depuis qu'il est sorti, voilà.
en fait, une fois qu'on a tous ceux qui ont connu Baldur's Gate à l'époque, ne sont jamais vraiment passés à autre chose. Ne serait-ce que par on va en parler, les voix. Qui sont juste, on a parlé de la musique. La musique était chouette aussi dans Baldur's Gate, mais les voix, c'est un truc qui a marqué. Moi encore, avec avec un de mes frères, on y a beaucoup joué et il y a des phrases qui ressortent ponctuellement, des citations de Baldur's Gate qui vont être utilisées dans certains contextes parce que voilà, on sait d'où ça vient. Tu n'en avais pas d'autres à nous passer d'ailleurs? Si. Un peu comme on les voit dans Warcraft aussi, qui n'avait pas mal marqué tout le monde. Oui, voilà. J'ai jamais joué à Warcraft. Ah, et tu connais pas encore du travail? Oui, voilà. Oui. Voilà. Je peux le faire. C'est exactement ça. C'est toutes ces petites voix, ces petits doublages dont on se souvient. Il y a un petit côté effectivement Madeleine de Proust. Il y a un côté nostalgique. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Dans Baldur's Gate 1 notamment, outre Imoen, il y avait ce truc qui était absolument insupportable très très vite, qui était qu'en gros quand vous traversiez une carte, il y avait cette espèce de nuage, de brouillard. Vous savez, quand on avance, on découvre le territoire au fur et à mesure dans les zones. Et donc si on arrive à la fin d'une zone, on cliquait sur la limite, la frontière, ça ouvrait la map et on pouvait se déplacer sur une autre zone. Donc il y avait un écran de chargement et ça nous balançait dans une autre map, un autre endroit. Mais comme vous aviez un groupe qui était plus ou moins constitué de 6 personnes, le temps que tout le groupe arrive au même endroit à la fin de la zone, si vous aviez cliqué, il pouvait que le premier personnage du groupe soit arrivé et que les autres traînent derrière. Et ben, vous ne pouviez pas commencer le voyage sans eux. Et donc, se passait ce truc-là qui pouvait être répété 5, 6, 7, 8, 9 fois de suite tant que le groupe n'était pas réuni, à savoir ceci. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Voilà. Oh la joie de Il a l'air vivre. convaincu, quoi. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Voilà. Vous pouviez avoir ça des fois 4, 5, 6 fois de suite jusqu'à ce que tout le groupe soit effectivement réuni pour aller plus loin. Donc, Ce job, c'est la chance de ma vie. voilà, c'est ça. On sent la joie de vivre du monsieur. Oh Et, là là. mais voilà, donc Baldur's Gate, c'est non seulement les voix des personnages qui étaient géniales, mais c'est aussi toute l'ambiance sonore. C'est-à-dire que vous pouviez arriver souvent dans des villes quelconques, et un de mes personnage préféré, c'est l'ivrogne de la taverne, qui est assez récurrent. Surprise. Oui, voilà. Ah oui, non, bah oui. Et non, mais attendez, vous allez l'aimer, l'ivrogne de la caverne. Il va rappeler des souvenirs à tous ceux qui ont joué à Baldur's Gate et qui nous écoutent, à savoir. J'ai besoin d'une bière. Voilà. Un charmant personnage. Voilà, ouais. Avec, Finesse, elle est à dire. avec le bruit de rond. Alors, on avait des personnages différents. Dans Baldur's Gate 1, un des personnages préférés de tout le monde, c'était le personnage de Xar, qu'on rencontrait dès le début avec Montaron, parce qu'on pouvait rencontrer des personnages qui allaient par couple. On ne pouvait pas en prendre un des deux, sinon, si on en virait un des deux, en fait, les deux partaient. Donc quand on a un groupe limité à 6 personnages, ça devient tout de suite compliqué parce que le groupe va assez vite. Et on rencontrait donc très vite dans Baldur's Gate 1 Xar et Montaron, Xar étant un mage et Montaron un guerrier, dont l'alignement des deux était plutôt chaotique, mauvais, quoi. Donc on pouvait pas forcément les garder tout le temps. Et Xar était complètement cinglé. Et par exemple, en plein voyage, Xar pouvait s'énerver tout seul après son ami Montaron en se mettant à dire ça. Montaron, vous étiez exaspérant. Cela nuit à mon équilibre. Voilà. Ça vous donne une idée du... Wow. Ah, moi, là, je rêverais d'assister à un enregistrement de ces phases de jeu par les doubleurs. Voilà. Et Xar avait un truc aussi avec les dragons, hein, qui était pareil. On lui demandait rien, c'est des fois vous vous déplacez, puis il se met à parler tout seul. Je connais des dragons avec des pieds de lapin. Je le jure, c'est la vérité. Oh my god, Oui, mais c'est tellement formidable. j'avoue. Oui, non mais attends, Nous sommes un peu tétanisés. L'air de rien, je trouve ça très emblématique parce que là, JC a parlé beaucoup de jeux japonais. J'étais complètement dans le Japon avec Persona. Hein, donc, et ça, en fait, du coup, là, on est dans un RPG occidental et je trouve que c'est quand même. Enfin. La différence entre l'humour, l'ambiance entre les jeux occidentaux et qu'on avait surtout sur PC comparé aux jeux console, et je trouve que Baldur's Gate c'est vraiment la quintessence en fait de ce qu'on a l'habitude de voir sur PC, quoi. Enfin, ouais. Alors, je suis pas spécialement un connaisseur en matière de RPG sur PC, ni même de MMORPG, donc là je me tairai là-dessus. Par contre, je me pose la question de savoir si justement ce doublage français, outre la question du scénario qui avance tout doucement au travers de ces doublages, est-ce que ça modifie pas notre perception du monde dans lequel on est par rapport à un joueur qui jouera en VO par exemple, parce que le doublage VO est tout aussi culte en fait, hein, c'est tout aussi déjanté. Et
Mais il y avait énormément d'humour dans Baldur's Gate, c'est-à-dire que même les écrans de chargement, des fois, il y avait des messages des développeurs pour les joueurs, à savoir un des messages qui était vos personnages n'ont pas besoin de manger, mais vous, oui, nous ne voudrions pas vous perdre. Donc, parce qu'ils savaient que quand tu te mettais à jouer à ce truc-là, tu pouvais y passer 8-9 heures de suite non-stop, quoi. Et pareil, il y avait énormément, quand on traverse des villes, il y avait des cimetières, vous pouviez, en fait, ils avaient personnalisé la totalité des inscriptions des pierres tombales dans les trucs, c'est-à-dire que vous pouviez passer 2 heures à inspecter toutes les pierres tombales avec des messages, mais à chaque fois c'était des messages des développeurs du jeu. Donc c'était des trucs, même des private jokes entre eux, des fois on comprenait pas forcément ce qu'ils racontaient, mais ils avaient poussé le vice vraiment très très loin au niveau de l'humour, quoi. Moi je pense qu'inconsciemment je me protège en ne jouant pas à ce genre de jeu en fait, parce que je sais que je vais lire toutes les pierres tombales, toutes c'est les ce que j'ai applis, fait, pas- moi. J'ai fait ça énormément. C'est pour ça que j'ai joué à ça pendant 10 ans. Voilà, et on hein. voit C'est ce que pour ça ça. donne quoi. C'est bon, ça Sinon, vient de là. un de mes personnages préférés, et un des personnages préférés de tout le monde, c'est Minsk. Minsk, on le rencontre dans le premier, pareil, il a une quête, il faut qu'il retrouve Dinaer, qui est une magicienne dont il a la protection. Et bon, il se passe des trucs, on peut sauver ou pas Dinaer dans le premier. Au début de Baldur's Gate 2, Dinaer meurt et on se retrouve avec Minsk tout seul, qui nous accompagne. Sauf que Minsk, il n'est pas tout seul, il est accompagné de son hamster Boo. Ah mais oui, le hamster. Boo fait ce bruit-là. Alors Boo, et Boo fait partie de l'inventaire, donc on peut pas l'enlever. Ça prend déjà une place dans l'inventaire. Et Boo, il fait ce bruit-là. Voilà. C'est Et génial. Minsk est un peu barré aussi. C'est-à-dire qu'une de ses phrases les plus cultes, ça va être Vise les yeux, Bou, vise les yeux. voilà, ça c'est en plein combat. Vous lui demandez d'attaquer des gens, et en fait il attaque avec son hamster et il ordonne au hamster de bouffer les yeux des gens en face. C'est sympa. Oui. J'adore. Voilà. Et donc ça c'était un des personnages emblématiques. L'autre, qui est probablement mon préféré et le personnage préféré de une grande partie de ma famille, c'est Jan Jansen, qui apparaît à partir de Shadows of Amn, donc Baldur's Gate 2, qui est un gnome vendeur de navets. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Et donc sa grande obsession à ce personnage, c'est les navets. Sa famille entière vend des navets, c'est une entreprise familiale, et donc une grande partie de ses dialogues sont orientés autour du navet. La dynastie du navet. Oh, désolé, les navets. Voilà. Il rote, c'est à cause des navets. Vous voyez, Je le ferai pour un navet. ça c'est quand on lui donne un ordre. Il le fait, mais pour un navet. Depuis que je suis avec vous, j'ai l'impression d'avoir attrapé la gale calichite. Sans les démangeaisons ni les éruptions cutanées, mais tout de même. Là, il se plaignait parce que du coup, il n'était pas content de vos actions et de la direction que prenaient vos aventures. Parce qu'il n'avait pas un alignement qui était le même que le vôtre. Je crois que je reconnais ce comédien, ce qui m'inquiète sur perturbe, ta ouais. vie sociale, Clément. Non mais la voix de ce comédien en tout cas. Un dernier d'Ian Jansen qui est toujours... Prends ça pour fondeur de navet. Vous voyez l'idée. Et la totalité des personnages était dans cette dimension-là, à part votre personnage à vous qui avait des dialogues assez neutres, on va dire. C'était assez classique. T'avais pas de... Ton personnage parlait toujours de la même façon, qu'importe l'alignement ou... Il y avait différentes voix à sélectionner au début quand on crée son personnage, Ah mais oui. avec plus ou moins Là pareil. gentil ou grave ou machin. Il y avait vraiment les voix après de bourrin si vous vouliez faire un tank ou quelque chose. Mais après, c'est vrai qu'il y avait tout un éventail de dialogues préenregistrés par rapport à votre personnage, mais c'était moins loufoque que les PNJ et autres qu'on peut le côté rencontrer. RP du coup pour les gens qui avaient envie de se mettre dedans. Ouais. Pareil, je vais peut-être me permettre de faire un tout petit glossaire du vocabulaire RPG. Quand on parle d'alignement, en fait, on parle des bonnes actions, du bon karma ou du mauvais karma de votre personnage, suivant certaines actions qu'il peut faire ou pas faire, selon si c'est un bon ou un mauvais. En fait. Voilà. Ce qui va le pousser en général à être loyal envers vous ou à vous trahir. Voilà. Exactement. Et c'était quelque chose qui était très important dans Baldur's Gate, parce que du coup, vous avez des points de réputation en fonction de vos actions. Votre alignement, les gens vont vous considérer plus ou moins bien en fonction des endroits où vous allez. Dans Baldur's Gate 1, par exemple, si vous avez décidé de suivre le côté chaotique mauvais vraiment et d'être une ordure, quand vous arrivez finalement à la porte de Baldur, donc dans le dernier acte du jeu, parce qu'on met très longtemps à finalement arriver à Baldur, on se retrouve face à la milice locale qui est le Point Enflammé, qui est des gros barbares bien en armure, machin. Et eux peuvent prendre la décision de vous latter et de vous poursuivre en ville non-stop jusqu'à vous tuer parce que ils n'ont pas apprécié vos actions. Donc il faut vraiment gérer
votre réputation et ce que vous faites en fonction des endroits où vous allez vous déplacer, parce qu'il peut y avoir des conséquences avec les personnages qui vous accompagnent, mais aussi en fonction des PNJ que vous allez rencontrer dans le jeu. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'on peut pas parler de tout, évidemment, et on peut pas se permettre maintenant à ce stade de l'émission de digresser sur les mondes ouverts, mais juste ce côté réputation, c'est quelque chose qui va se retrouver dans énormément de jeux aussi, et qui colle très bien à cette catégorie de monde ouvert et de RPG. Oui. Et je pense notamment à la saga Fable de Peter Molineux, où justement il y avait ce côté alignement. Et si vous, je crois que c'est dans le premier, si vous faisiez vraiment trop le con en faisant des mauvaises actions, il y avait carrément une ville qui vous était interdite et ça pouvait vous pénaliser pour voir la vraie fin du jeu. C'est quelque chose qui a été repris toujours par BioWare dans leur jeu Star Wars, notamment dans le MMORPG Old Republic, avec cette évolution en fonction de vos actions qui vont vous emmener plus ou moins vers le côté lumineux ou le côté obscur, et ce qui va se représenter physiquement par des changements physiques, un truc qu'on peut désactiver ou pas en fonction de l'esthétique qu'on veut au personnage, mais il va y avoir un marqueur physique, vos actions vont avoir des conséquences vraiment visibles. Alors, deux choses. Moi, une chose, déjà, tu disais qu'il y avait une milice locale à la fin qui nous poursuivait. Oui. Cette milice, on peut la dérouter ou la détruire. C'est très difficile parce qu'ils sont assez balèzes, et en fait à partir d'un moment dans le scénario, dans Baldur's Gate 1, il y a un complot, en fait on vous met le meurtre d'un noble sur le dos et du coup vous êtes obligé de les éviter clairement en passant par les égouts de la ville. Donc vous vous déplacez d'un point A à un point B dans la porte de Baldur en passant par les égouts pour éviter le point enflammé. Donc il y a des ruses à avoir après pour pouvoir leur échapper. Vous pouvez faire le bourrin et les buter si vous y arrivez, mais ils sont vraiment forts. Ça ne t'empêche pas de finir le jeu, du coup. Non, il y a quand même des astuces. Ouais. Parce que la punition au bout de plusieurs heures de jeu, ah bah non, en fait, tu n'as pas été gentil, tu ne finiras pas le jeu. Non, il y a toujours moyen de s'en sortir, hein, mais c'était vraiment assez complexe par moment, quoi. Mais il y avait toujours de moyens de ruser de toute façon dans Baldur's Gate. On croise notamment un des personnages emblématiques de l'univers Donjons et Dragons, qui est Dritz, l'espèce de demi-elfe hyper puissant. Et on le croise à plusieurs reprises dans Baldur's Gate et on peut le tuer. Mais c'était pas évident du tout de le tuer parce qu'il est super balèze, il va vite et il peut vous dégommer. Et donc la stratégie à avoir, c'était, je m'en souviens encore, d'acheter une masse de baguettes d'invocation de monstres et de lui tendre une embuscade. C'est-à-dire qu'on l'entourait de bestioles à chaque fois et pendant qu'on le défonçait de loin, parce que sinon, en gros, en 2 coups de cimetière, il vous dégommait. Et ça prenait bien 3 quarts d'heure, le tuer comme ça, mais on pouvait récupérer, looter tous ces items, à savoir une côte de maille en mithril et 2 cimetières super efficaces. Qui jouaient au RPG sur PC à l'époque avec beaucoup de temps libre. Jonathan et ses tentatives de meurtre dans les RPG. Écoutez-le parler des Sims aussi, c'est merveilleux. Tu sais, Ludo, je pense que n'importe quelle personne qui joue au RPG et qui essaie de les farmer un peu, en général, a beaucoup de temps libre. Non, mais je suis de mauvaise foi quand je dis ça. Je veux dire, je viens de parler de Persona, le jeu où, dans Persona 4, tu vois pas un combat avant 4 heures. Hein, donc, non, mais c'est vrai qu'il faut quand même rajouter ça en forme de pseudo-conclusion, si je puis dire. C'est que les RPG, c'est très bien, mais effectivement, c'est chronophage. Oui. Alors, de là à vous détruire la vie sociale, là, c'est peut-être plus grave, si c'est votre cas, mais en tout cas, ça demande effectivement du temps et de l'investissement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours aller sur GOG et puis télécharger la version Enhanced Edition de Baldur's Gate. Oui, ou alors vous amuser à regarder acheter... la fin sur YouTube. Ou vous amuser à acheter toutes les figurines et tous les packs de Lego Dimension et d'essayer tous les paquets. Il y en a avec le docteur, c'est très bien. Oui, non, mais avant tout, essayez Baldur's Gate. Oui. On parle de RPG, il faut essayer Baldur's Gate. Non, mais alors, par contre, une chose, il semblerait qu'on n'aura pas le temps de parler du concept de monde ouvert propre au RPG actuel. Alors, ça va être, vu l'heure qu'il est, ça va être un petit peu compliqué. Ça veut peut-être dire aussi que pourquoi pas, peut-être un jour, une émission pour continuer sur ce thème, parce que ça veut dire aussi que les RPG c'est tellement vaste. Ah oui, mais de toute façon. Qu'on a à peine effleuré la surface. Ah ben, disons qu'on fait ce qu'on peut dans le temps qui nous est imparti, malheureusement. Mais oui, tu as parfaitement raison. On peut tout à fait faire une émission, on va dire, suite dans quelques temps à celle-ci. D'autant qu'il y a énormément de choses à dire sur les mondes ouverts, sur la façon dont vous pouvez justement passer des heures et des heures et des heures. Genre, je sais pas, dans Mass Effect, à écouter ne serait-ce l'ordinateur du vaisseau vous raconter l'encyclopédie et toutes les
complications qu'il y a eu dans le monde où vous êtes, ça prend réellement des heures, quoi. Donc oui, effectivement, tu as raison. Je pense qu'on peut vraiment clairement, dans le mot de la fin, dire que c'est clair que les RPG c'est très très bien, mais vraiment pour les gens qui aiment lire et qui aiment le scénario, de la patience. Et vraiment, quoi, parce que je veux dire, moi je travaille maintenant et les RPG c'est dur, c'est vraiment dur d'y jouer en fait. Donc si vous êtes obligé d'attendre 1 heure pour pouvoir sauvegarder, parce qu'on ne peut pas toujours sauvegarder quand on veut, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a les jeux d'arcade, les jeux de combat et toutes ces choses un peu plus rapides. Donc voilà, il faut aimer lire et n'avoir que ça à faire concrètement, se prendre un petit temps, quoi. Je t'emmerde. Non mais je ne voulais pas du tout insulter les personnes qui sont au chômage. Je plaisante. Ludo, tu seras détesté et pendu. Non, mais au contraire, moi aujourd'hui j'envie beaucoup les gens qui ont le temps de faire les RPG. Je pense que je vais payer. Ne va pas trop loin quand même, parce que de là à ce que tu dises, j'envie les gens qui sont au chômage. Non mais JC dit que c'est sale de regarder les jeux sur YouTube, mais je vous assure que quand on n'a pas le temps, on est très content qu'il y ait des personnes qui fassent des let's play. Non mais bien sûr, un let's play sur YouTube ça peut être très utile, mais à mon sens il faut regarder ça pour trouver un point du jeu qu'on a du mal à trouver. Il faut pas regarder tout le let's play. Ah non mais quand t'as pas le temps de faire le jeu. Non mais tu as raison quand même sur un point, c'est qu'il faut effectivement de la patience. À défaut d'avoir du temps, il faut au moins de la patience, parce que je vous assure que dans les systèmes de combat aléatoires, quand vous devez farmer, c'est-à-dire faire monter vos bonhommes de niveau, et pour ça il faut abattre des monstres et des monstres et des monstres et encore des monstres, ça peut être un peu barbant parfois. Donc il y a vraiment, des jeux qui ont des quêtes où c'est assez pénible. Voilà, donc il faut être patient. Mais si vous avez cette patience, honnêtement, testez donc les exemples que nous vous avons cités, c'est-à-dire Castlevania, c'est-à-dire Baldur's Gate, c'est-à-dire Persona. Je cherchais le nom du temps. Je me suis dit le temps qu'on a parlé, merde, ça y est. Est-ce qu'on peut se féliciter d'avoir fait un podcast sur les RPG sans avoir dit jamais à aucun moment Final Fantasy? Je crois que je l'ai dit. C'est vrai. Non, on en a parlé un peu. J'ai dû le dire une fois. Mais... Très vite fait. Hein. Mais pareil, il faudrait une émission sur Final Fantasy. Oui, c'est vrai. Voilà, non, mais attendez, parce que si on part par là, mais bon, c'est une idée. Hein. Il faudrait une émission sur Final Fantasy. Et Pokémon à eux seuls mériteraient une émission. Presque. Honnêtement, si la pile de ma cartouche version bleue n'est pas morte depuis le temps, j'ai dû afficher 400 heures dessus. Tu retrouverais ton Alakazam niveau 75 avec l'ultra laser. Tout à fait. Je suis triste. Et là, pour ceux qui n'ont jamais joué à Pokémon, on vous. Moi, j'avais la version rouge. Non, mais moi, j'avais la version bleue. Et... Ça me crève le cœur de t'annoncer ça comme ça, Clément. Mais en fait, en 2017, je pense que ta pile est morte. Parce que les miennes sont mortes. Donc il va falloir faire le deuil de ton Alakazam. La pile de sauvegarde, d'autant qu'elle a dû avoir toute la poussière du monde dans les circuits, parce qu'elle doit être dans une boîte au fond de. Ouais, mais ça, en fait, on s'en fout parce que avec les connecteurs, c'est salisse. Oui, non mais voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, moi aussi, j'ai eu très peu de vie sociale étant jeune. Donc, du coup, et voilà, à cause de moi, maintenant, les RPG sont les jeux pour les gens qui n'ont pas de vie sociale. Mais vous pouvez avoir une vie sociale dans Persona, donc si vous n'avez pas d'amis et du temps, il vaut mieux jouer à Persona. Et il y a de la romance dans Baldur's Gate 2, donc... Ah voilà, c'est tout bénef. Je vais juste balancer un tout petit commentaire sérieux, vraiment, à la toute fin, avant d'achever cette émission. Je suis personnellement complètement contre ce discours qui dit que justement les jeux vidéo au sens large et les RPG sont faits pour des asociaux ou des gens à problème. Là on plaisantait gentiment, mais je suis totalement contre ce discours précisément. C'est juste un discours qui a encore beaucoup de force, hein, malheureusement dans certains milieux. Mais la preuve en est, on est là, voilà, on est des êtres humains et on en parle. Mais voilà, nous sommes en train d'avoir une activité socialisante sur un sujet considéré comme désocialisant mais qui ne l'est pas nécessairement, et nous constatons qu'encore aujourd'hui les jeux vidéo se trimballent une image bien trop négative par rapport à ce qu'ils peuvent apporter. Voilà, exactement. Donc on a beau déconner sur le chômage et la vie sociale, n'empêche que voilà, on a... Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Mais exactement, c'était ma foi très 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 bien. Donc c'est un plaisir de vous avoir eu, Ludo. Merci. Je suis encore une fois ravi d'avoir vu la joie illuminer ton visage. Merci. Pendant cette émission et même avant, t'étais comme un fou au moins 3
semaines avant, un mois avant. Les étoiles dans les yeux pour venir ici, puis les étoiles dans les yeux pour Persona. Donc ça voilà. fait super plaisir. J'y sais pareil, hein, ma foi, tu deviens un habitué de cette émission et ce n'est pas pour nous déplaire. Ouais. Et j'imagine que si tu reviens à chaque fois, c'est que ça ne te déplaît pas non plus. Alors Donc, non, ça ne me déplaît pas non plus, d'autant qu'il y a d'autres émissions sur des thèmes comme celui-là, pas que les jeux vidéo, mais plein d'autres choses. Oh, il y en aura Je reviendrai certainement. avec plaisir. Il y en aura certainement l'occasion pour nous de vous dire que voilà, on va prendre un peu de vacances. Enfin, je vais terminer ma thèse et après on va prendre un peu de vacances. Merci. Et voilà, donc c'est l'occasion de vous souhaiter un bel été. Jonathan, merci beaucoup pour ton travail de réal et Merci. Y a pas de quoi, et comme tes d'hab. commentaires habituels, ton toi-même habituel Oh, sur bah. sur toutes ces... il faut bien que quelqu'un t'en remercie après tout. Oui, non, bah oui. Sur l'ensemble de ces émissions. Non, mais ma fanbase me remercie en vrai, de toute façon. Depuis. C'est toujours bon d'avoir un intervenant chaotique mauvais. Exactement. Voilà. C'est mon alignement personnel. Je dirais chaotique dépressif, fuck you all pour Jonathan. Il créerait une catégorie de jeu de rôle à lui tout seul, Jonathan. Donc voilà, on vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes maintenant, podcastfrance.fr, la chaîne YouTube, la page Facebook et évidemment Twitter pardon, et campusgrenoble.org pour suivre tous les autres podcasts des collègues et retrouver toutes les émissions de Pop en Stock France qui sont référencées dessus. Donc il nous reste à vous souhaiter un très bel été à tous les amis. Et on va se quitter avec une petite chanson estivale. Voilà, estivale qui était je crois celle que nous avions sélectionnée l'année dernière. Donc C'est voilà, possible, c'est un running song on va dire. Voilà. Allez, bonnes vacances à tous. Salut. Bye bye. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We're not great people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us,